true freedom isn't in the words, the true freedom is in the opportunity. Our power, our oil, since we don't own any oil, our oil is our expression, is our influence. Don't never let them take that away. And when we have the chance to express it and to influence, don't only just do it for us, do it for the human race. Kanye West, musicien, créateur de mode, producteur, rappeur ayant sorti 11 albums, remporté 21 Grammy Awards et vendu des dizaines de millions de disques, est l'un des artistes les plus célèbres, créatifs et influents dans le monde. Il est ce que l'on appelle un game changer. Son succès est à l'image de l'influence qu'il a eue sur toute une nouvelle génération d'artistes. N'ayant jamais eu peur de se réinventer, cherchant toujours à explorer de nouvelles pistes aussi bien en termes de look, d'image que de musique, Kanye est un créateur qui fascine tel Michael Jackson, Björk, David Bowie ou encore Prince. Personnalité singulière révélée au monde il y a plus de 15 ans maintenant, Kanye est l'une des dernières grandes icônes pop. Revenons ensemble sur les prémices d'un destin hors norme. Kanye Omari West, né le 8 juin 1977 à Atlanta, est le fils unique de Donda West, professeur d'anglais à la Clark University, et de Ray West, ancien membre des Black Panthers et photographe pour l'Atlanta Journal-Constitution. Kanye, et non Kenny, Kanye. Oh, I'm from Ohio. We say Kenny. That's how we pronounce it. Well, I don't care where you're from. You pronounce my name Kanye. signifie en swahili le seul et unique. Omari, Dieu tout-puissant. Avec une mère prof et un père photographe, on peut dire que Kanye évolue au sein d'une famille de la classe moyenne. Mais seulement 11 mois après sa naissance, selon Madame West, le père de Kanye accordait bien trop d'importance à un projet de studio photo, mettant de côté sa famille. Se sentant seule, elle prit alors la décision de se séparer de Ray, tout en gardant avec lui de bonnes relations. À l'âge de 3 ans, ses parents divorcent et Kanye part vivre à plus de 1000 km d'Atlanta, destination Chicago. C'est avec sa mère qu'il s'y installe, alors que son père, lui, demeure toujours à Atlanta. Vu la distance, ses parents ont décidé d'un commun accord que Kanye irait vivre chez son père chaque été durant les vacances scolaires. C'est dans cette petite maison pavillonnaire située dans le quartier de South Shore que Madame West et Kanye posent finalement leurs valises. À Chicago, la mère de Kanye travaille toujours dans l'éducation, mais cette fois elle occupe un poste de présidente du département d'anglais de l'université. Ne roulant pas sur l'or pour autant et très attentive à son budget, Madame West cherche régulièrement des sorties gratuites à faire avec Kanye. Et l'une d'entre elles avait lieu à l'Académie d'art de Chicago, où des cours d'initiation à l'art étaient offerts aux enfants le samedi après-midi. Il est fort probable que cette activité soit le point de départ de Kanye dans le monde de l'art, mais nous y reviendrons plus tard car pour le moment, un nouveau voyage l'attend. En 1987, Kanye a alors 10 ans et part vivre 1 an en Chine avec sa mère, cette dernière ayant accepté un poste d'1 année à l'université de Nanjing dans le cadre d'un programme d'échange universitaire. Comme vous pouvez vous en douter, le dépaysement est total pour un occidental. Que ce soit la nourriture, le langage, les boutiques ou encore tous ces vélos qui sillonnent les rues, rien ne rappelle le pays de l'oncle Sam. Et c'est justement ce que cherchait la mère de Kanye qui est ravie, car grâce à cette expérience, elle a eu l'opportunité de montrer à son fils que le monde est fait de peuples et de cultures différentes. De retour au pays, ils continueront ensemble de s'enrichir de cette diversité grâce aux livres, en allant dans les musées, et plus tard, grâce à l'Internet. Mais l'éducation du jeune Kanye ne s'arrête pas là. Malgré la distance, son père s'y implique et forme son fils à la dure réalité sociale et politique de son pays. Conscient des nombreux pièges auxquels est confrontée la communauté afro-américaine des années 80, produit de mécanismes structurels du pays, Monsieur West sensibilise Kanye aux nombreux écueils à éviter. La culture des gangs, le proxénétisme, le trafic de drogue ou autres délits menant tout droit en prison ou entre quatre planches. La photographie ne suffisant pas toujours à payer les factures, Monsieur West a dû faire certains petits boulots, dont l'un était vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte. C'est la raison pour laquelle, sur le titre « Champion » issu de l'album Graduation, Kanye évoque cette situation, la comparant à celle que jouent Will Smith et son fils dans le film « À la recherche du bonheur ».
is Kanye West, and my poem is His Manhood Love. A man who fought for freedom, a man who fought for equality. Those who were against him were too blind to see what this man was fighting for. So blacks, Hispanics, Jews, and Asians could put their foot in the door. Yes, we know that this man is great. That's why today we celebrate. And everyone lifts their voice and sings for a man who wanted freedom to reign. Martin Luther King is who I'm speaking of, a man whose name is love. Enfant, Kanye est un jeune garçon très créatif, notamment grâce aux cours dispensés à l'Académie d'art de Chicago, avec lesquels il s'est familiarisé très tôt à l'expression artistique, particulièrement dans le dessin. Kanye développe un super coup de crayon pour son âge. Conscient de son talent et du plaisir qu'il prend à dessiner, il envisagera dans un premier temps une carrière de créateur de jeux vidéo. I really want to just work on video games. So I try to design the characters and design the movement. Une possibilité de carrière qui était fort probable à l'époque. Il ira même jusqu'à intégrer une école d'art comme il le rappelle dans une interview avec Sway, qui date du début des années 2000. Art school. I had scholarships at a bunch of different art schools. Everybody thought I was going to be an artist. When did you do some of these pieces right here? Back 94, 95. Most of these are like this. Okay, what's this? You got a blue ribbon on this one. That's because I won. Congratulations. Le dessin n'est pas la seule forme d'art qui intéresse le jeune Kanye. Dans les années 80, un nouveau mouvement artistique et culturel émerge, le hip-hop. Kanye y voit un formidable terrain de jeu pour exprimer sa créativité. À 9 ans, il écrit ses premiers textes de rap. I've been rapping way before I met anybody. I was rapping since 3rd grade. Mais il danse aussi et fait du breakdance, ce qui lui a permis de gagner un peu d'argent en Chine. They'd look at Kanye and say, breakdance, breakdance, breakdance. And he just decided to make it a win-win. Okay, I'll breakdance for you, you pay me. En 2007, sa mère, dans son livre Raising Kanye, Life Lesson from the Mother of a Hip-Hop Superstar, décrira cette expérience comme ses premiers pas dans le show business. Et faire le show, même face à une caméra, ne l'intimide pas du tout, comme on peut le voir ici dans cette vidéo de 1990, où notre jeune performeur nous balance un freestyle, relique des premiers pas de Kanye West, rappeur. Bien qu'il prenne beaucoup de plaisir à rapper, Kanye cultive toujours à cette époque l'envie de créer des jeux vidéo. Et c'est en voulant faire la musique d'un de ceux qu'il commençait à designer qu'il se mit à la production musicale. Alors aidé d'un clavier, d'un ordinateur et de quelques logiciels piratés, il commença à composer de la musique et cette nouvelle corde à son arc va particulièrement lui plaire. I found myself running home to use this sound program that allowed me to place a note, it would stay, place another note, it would stay, place another note, it would stay, and that's how I learned how to produce. And I started designing music, and it's just like I stopped right there. I was like, oh, damn, I really like this aspect of it. And plus, I could write rap over it. Yeah, so when those keyboards came out, I had my computer and I was trying to draw on it, and then I got a sound program. Like somebody bootlegged a copy of the disc with me, the sound program. I found myself just wanting to work on that all the time. When I was 14 years old, I went to this music store, and my father used to have me in church. So the best type of keyboard they had there was a Korg. So I just wanted a Korg because they had way more sounds than what I had on the equipment I had at that age. And they was like, well, people that make music like what you doing, that rap bullshit that you doing, because, you know, like at the time, I used to diss rap. That's all it was. Like, you steal the music. Well, what they do is they sample. I hate it, but they sample. Le sampleur est la machine indispensable pour qui souhaite produire du rap, et Kanye souhaite produire du rap. Mais les centaines de dollars que coûte cet appareil sont une fortune pour un gamin de 15 ans. Pas découragé pour autant, c'est en mettant de côté son argent de poche et en travaillant plusieurs mois chez un barbershop qu'il réussira à acheter cet instrument. Il ne le sait pas encore, mais il vient de réaliser l'un de ses meilleurs investissements, et il se donne à fond. Complètement focus sur son apprentissage, il consacre tout son temps libre à faire des beats, au point de ne plus aller chez son père l'été, afin de développer un maximum ce savoir-faire.
The next summer is when he said that I want to stay here in Chicago this summer. I think it was a surprise to Ray. It was more important to him to stay in Chicago and work on his music. Sacrifice payant, ses beats sonnent de mieux en mieux et certains sont prêts à payer pour avoir ses instrus. $50 a beat, maybe sometimes 100, and then maybe if he's lucky, 250. The word around town was that you can get this little high school dude who had beats for $50, $100. C'est durant cette période, vers 1992, que Kanye fera la rencontre de celui qui deviendra son mentor, No ID. No ID est le producteur le plus respecté de Chicago. C'est avec Common et le succès de l'album Can I Borrow a Dollar qu'il se fit connaître dans tout le pays. Bien que désormais célèbre et reconnu dans le milieu, No ID accepta de prendre sous son aile le jeune beatmaker qu'était Kanye. Une opportunité possible grâce à un petit coup de chance. No ID is the son of very good friends of mine. Now, my mother came home one day and she was like, yo, you ever heard of Common Sense? I was like, yeah, I heard Common Sense. He got a song called Take It Easy on the radio right now. He cold, right? He's like, well, I know a friend of mine said her son produces for him. I was like, oh, word? You know what I'm saying? So she's like, yeah, I'll give you his number. His name is Dion. His rap name is like Immense Mountain, Immense something. His name was Immense Slope back then. It was a really bad name. We had real bad names. I'm not even gonna go into all the bad names I had. I met Kanye was his mother, my mother. They worked at, my mother was going to school at Chicago State. She was a teacher. His mother was a teacher, so somehow they came across each other and his mother said, can your son meet my son and teach him how to do music, trying to get into music? And my mother came to me, I'm like 19, 20 years old. She's talking about a 14-year-old. I'm like, so when I meet him, you know, he just was one of them energetic kids, like, yo, teach me everything, teach me anything. And at first it was just like, all right, man, here, take this, learn this, go, get. But eventually he just started getting good. And then I started managing. Conscient de la chance qu'il a, c'est en bon élève que Kanye suit l'enseignement de son nouveau prof. Savoir se servir des machines, façonner des kits batterie, découper des samples et surtout aller les piocher dans les disques de soul. Ces précieux conseils améliorent considérablement sa production et ce n'est pas pour déplaire aux rappeurs locaux qui lui achètent de plus en plus d'instrus. Bon, ça ne fait pas de lui un millionnaire, mais il peut investir dans du matériel et petit à petit transformer sa chambre en home studio avec enceinte, table de mixage, sampler, platine et des vinyles partout. Lycéen à la Polaris High School et plutôt bon élève, ce qui n'est pas rare chez les fils de profs, il obtient son bac du premier coup en 1995. Doué en dessin, c'est vers l'American Academy of Art, l'école mentionnée tout à l'heure avec Sway, que Kanye choisit de poursuivre ses études. Mais il n'y terminera pas son cursus et intégrera finalement l'université où travaille sa mère afin d'y étudier la littérature anglaise. Enfin, ça c'est quand il ne squattait pas le studio d'enregistrement de l'école. Kanye's been all his time in the music studio. He liked his music class. That's the only class that he cared about, nothing else. And we'd be up to like 6 in the morning working on music. This is what we want to do. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors qu'il n'a aucun contrat avec une maison de disques et qu'il n'est encore qu'un jeune beatmaker de rap pour des artistes locaux, Kanye quitte définitivement l'université pour faire carrière dans la musique. You know, you gotta follow what's in your heart. Right. You know, my mother was head of the English department, so it was real embarrassing for her. Right. You know, for her son to straight drop out of college. Right. You know, but I had to show her, you know, if I'm focused, I can make a better way for myself. And you know, what can you learn? I learn from people, you know, just from knowing people. Do you learn more from reading Russell Simmons' book or actually going to where he's at and meeting him and asking him the questions yourself? Right. So I'm learning from real life, I feel. Right. Pour sa carrière, Kanye souhaite non seulement produire et composer des instrus, mais aussi, voire surtout, rapper et décrocher un deal d'artiste solo. Et c'est justement sur ses rimes, son flow et ses placements où il a encore beaucoup de boulot. Et il le sait. I was always the weakest rapper out of the people in the group, you know what I'm saying? It would always be like somebody who really had it, but they just didn't have a passion for it. But I had to, every night I was working, every night. Son travail et sa persévérance finissent par payer. Le Wack MC qu'il était durant son adolescence est bien derrière lui. Désormais, on lui donne l'opportunité de montrer ce qu'il vaut comme rappeur, comme le montre ce live de 1996 au Double Door. Non, pas celui-là. Scène mythique de Chicago, où Kanye, déjà à cette époque, prouve qu'il n'est pas qu'un beatmaker.
Both verses wackety, the hill could even feel perverted like Clarence Thomas. Roaring like the Sonics with the matter in the mind. I sat it in his spine and ordered me. You fucking with my skills hard. You thrown out like Bob Hardy. Maybe me a monkey mark, whoever, wherever life gets born. Ou encore ici, toujours en 96, où l'on retrouve le jeune Kanye, rappeur inconnu mais plein de confiance et boosté à bloc, défiant la star de Chicago Common lors d'une battle à la radio. I'm about to tell you, I got the rhyme straight through you. Every time I kick it, I be guaranteed to do you. Hey yo, he like, why this unsigned nigga look richer than me? The Ross Perot type flow, what you didn't know. Bon, une dernière, la plus célèbre qui a d'ailleurs fait le tour du web il n'y a pas si longtemps. Nous sommes en août 96 et un open mic a lieu chez Fat Beat à New York. Invité par Altaric, ancien membre du groupe de rap The Beatnuts, Kanye saisit une nouvelle fois l'occasion de montrer qu'il n'est pas qu'un beatmaker. It's the lake shore dry, keep it live type raw. You better hurry up, they can't keep it in the store. Computer format, your whole style in one beat. Insert the disc, watch a nigga press delete. Trying to flex the technique, you get blasted with a tech. This shit is mad ironic like the land is more Morissette. You try to became jet. Bien que Kanye s'affaire à construire sa carrière de rappeur, il n'a pas mis la production de côté pour autant. En octobre 1996 sort l'album Down to the Earth du rappeur Grave, qui lui aussi est originaire de Chicago. Sur ce disque, Kanye est crédité pour avoir produit 8 titres mais pas que. On le retrouve également en featuring sur l'un des morceaux qu'il a produit nommé Line for Line. Got dreams of the Lexus and Cooch, got they signing bonus and bought text for the video shoot. Hey yo, them shits backfired before the cameraman arrived. He died for his image, now let's start the scrimmage. News has spread I had a deal. Dans cette interview datant de 2012, Grave nous raconte comment il a rencontré Kanye et la claque qu'il s'est prise à l'écoute de ses I instruments. was either going to or coming out of a Fugees concert, and this young kid runs up to me and is like, yo, I heard you got a record deal. Yo, you should let me get some beats on your album, man. Yo, I was telling you I'm nice, I got skills. He's like, yo, my name is Kanye. Yo, you should just come to the car, let me play some beats for you. I was like, all right, bet, cool. I go to the car, he pops in the cassette. Fire, fire. Produire pour un artiste signé sur un label rapporte à Kanye un peu plus d'argent qu'auparavant. Argent avec lequel il s'achète des polos Ralph Lauren et une chaîne Jesus Peace qu'il échangera finalement à No ID contre une drum machine SP1200. Mais bien que ce soit le plus gros cachet qu'il ait obtenu, ça ne paye toujours pas les factures, et pour subvenir à ses besoins, il doit travailler, notamment chez Gap ou encore comme télévendeur. En revanche, produire pour un artiste qui sort officiellement un album dans les bacs apporte une certaine visibilité, une certaine crédibilité dans le milieu, et à échelle nationale cette fois. Peter Kang, qui est un manager chez Relativity Records, donc le label de No ID, Common ou encore The Beatnuts, deviendra son manager, et c'est avec ce dernier qu'aura lieu l'une des premières frasques de la carrière de Kanye. Après un travail de prospection auprès de différents labels, ils obtiennent un rendez-vous avec Mike Moldin, qui est à cette époque le boss de Columbia Records. Ce dernier envoie une limousine pour les amener à son bureau, ce qui n'est pas pour calmer Kanye qui s'y voit déjà. À 19 ans, beaucoup seraient impressionnés à l'idée de rencontrer l'un des boss de l'industrie de la musique, mais pas Kanye. Surexcité, il souhaite impressionner Moldin en lui montrant toute sa détermination et à quel point il est motivé, confiant et ambitieux. Peut-être trop ambitieux. I had a deal on the table with Columbia, with Sony. Right. And I flew in and I remember saying, I'm gonna be bigger than Jermaine Dupri. I'm gonna be bigger than Michael Jackson. I'm gonna sell more records than he would ever sell. The person that he was talking about was Michael's son, and he didn't know it. Kanye never heard back from Columbia after that. Après cette déconvenue, Kanye retourne à Chicago sans aucun contrat avec une maison de disques. Vexé, frustré, mais toujours aussi déterminé, il va très vite laisser cet échec derrière lui pour s'enfermer dans la salle du temps. Isolé dans sa chambre, Kanye va redoubler d'efforts et travailler jour et nuit sa musique. Désormais, fini les sorties et autres distractions qui pourraient l'éloigner de son objectif. Il a compris que pour devenir un grand artiste, il fallait savoir faire de nombreux sacrifices. Take all your extra time out and put it towards your craft. You know, you can't just go to the movies and play basketball and do all these different things and still focus on that. If you're trying to break through, you gotta focus. Like, that's all you do. Focus sur sa carrière en mode do-it-yourself, Kanye se professionnalise et fonde sa société de production nommée Conman Productions. Au sein de cette jeune écurie, on retrouve des beatmakers et rappeurs de la scène underground de Chicago, comme entre autres Rhymefest, Michael Steed, Brian Oldie Miller, mais aussi GLC, Arostar et Timmy J, avec lesquels il formera le groupe The Go-Getters.
En 1997, Kanye, qui entre dans la vingtaine, change de management et met un terme à sa collaboration avec Peter Kang. John Monopoly, un organisateur de soirées hip-hop à Chicago, qui connaît Kanye depuis des années, devient son nouveau manager, ainsi que celui des Go-Getters. Mais pour manager Kanye, ils devront travailler en duo. No.I.D., qui a de très bonnes relations dans l'industrie, va présenter Kanye à DeAndre Maiden, ancien manager chez Bad Boy Records, le label de Puff Daddy. Conquis par les productions du Jeune Ouest et voyant en lui un potentiel énorme, Maiden accepte de le co-manager. C'est alors que Kanye, grand fan du son Bad Boy, insiste auprès de son nouveau manager pour qu'il fasse jouer ses contacts afin de rencontrer un de leurs producteurs maison, un certain Derrick Michael Angeletti, a.k.a. D-Dot. So at that time, he said, there's a guy in Chicago you need to meet. He wants to meet you. Because Kanye at that time sounded exactly like my production. Hi-hat, shakers, samples, big, thick 808s. So we arranged a meeting. He played me his data beats, and I thought he was hot. And when I met him, I said, oh, this kid is hot. He was a real nice guy, but he was a savage, meaning when he came to New York, he didn't want to do nothing but get a chain from Jacob and sit in the studio. That's all he wanted to do. He didn't care about chasing no girls, he didn't care about drinking, smoking, going to no clubs, none of that. All he wanted to do was get to the studio. Conquis à la fois par le professionnalisme, la musique, mais aussi par la détermination de Kanye, D-Dot le prend sous son aile en l'intégrant au sein de son équipe de producteurs. Ghost Production. C'est en ces mots que sera parfois décrit le travail du jeune beatmaker de Chicago vis-à-vis du producteur new-yorkais. Vrai ou pas, ce dernier s'est toujours défendu d'avoir eu recours à de telles méthodes. Kanye, for me, was never a ghost. His name, ghost means not seen, at least for what I'm concerned, how I'm concerned. People who say the word ghost, you think something that can't be seen. Kanye was not only seen, he was heard. He got all his publishing credits, he got all his, proper production credits. He got all his money. What he was doing when he was with me was him and his crew was making beats in Chicago and either sending to me or bringing them to me. I would then go and make the rest of the song. Quoi qu'il en soit, être validé et bosser pour D-Dot qui a produit d'énormes hits comme Hypnotize de Notorious Big ou All About Benjamin pour Puff Daddy vont permettre à Kanye de rencontrer certaines stars du rap et de pouvoir placer des prods sur des albums qui trustent le haut des charts. C'est en 1998 qu'aura lieu enfin son premier gros coup, en produisant le titre Turn It Out de Jermaine Dupri en duo avec Nas sur l'album Life in 1472. Never do I lose, all I do is win. Cause Queensbridge is in the house. This is Nas Escobar and I turns it out. We're through, thick and thin, from beginning to the end. Never do I lose, all I do is win. Cause College Park is in the house. They call me Gun Chi and I turns it out. Kanye was managed by Free Maiden, who actually works for Kanye now, I think, at Good Music. But he worked at So So Def, and he basically was like the general manager of So So Def. And him and D-Dot had Kanye, and Free just kept saying, yo, it's this beat. This is how Free slid it to me. He wasn't telling me about the producer. He was like, yo, this beat, you should use this beat. And I'm like, yeah, why? And he just kept pushing this beat, like, use this beat. And I was like, okay, the beat is hard. I heard the beat, I thought about the beat. I'm like, yo, you know what? I put Nas on this beat, and I'm gonna start my album like this. Wow, turn it out. And the whole time that we was doing that, I never knew that it was this dude who's making the beats that was telling my dad that he was gonna be bigger than me and, talking crazy. Like, but so Kanye never changed. No, never. He's been the same. Like, so after that, after he did my album, I let him do a remix for Let's Get Married. Come on, let's get married, baby. Come on, let's get married. Let's have some kids and a dog with a house, some little white fence, just like this, baby. Come on, let's get married. La même année, alors que ses instrus sont associés à de grands noms de l'industrie, son rap, lui, est beaucoup plus confidentiel, mais il ne lâche rien et continue d'évoluer dans l'underground en attendant son heure.
Yeah. Keep the game, long as I keep the fame and keep my name. Kanye to the west, said you from the outfit. I told her, yes. Quelques mois plus tard, invité à la soirée d'anniversaire de Jermaine Dupri, c'est un Kanye tout sourire que l'on retrouve, fier d'annoncer sa nouvelle collaboration. Get ready for this Nas joint on Harlem World. It's about to drop. Harlem World niggas, my man Kanye, Blink, you know what I'm saying? Yo, Chi-Town represent, Chi-Town made it down. Et c'est donc en 1999 que sortira l'album The Movement du groupe Harlem World, groupe du célèbre rappeur Maze, sur lequel Kanye produit le titre You Made Me. La même année, il produit le titre My Life issu de l'album China Doll de Foxy Brown. Ou encore le titre Stir Crazy issu de l'album Tell 'Em Why You Mad de The Mad Rapper aka D-Dot, en duo avec un jeune MC venant de Détroit et encore inconnu du grand public, Eminem. Ses récents succès vont faire s'éloigner Kanye de son groupe, The Go-Getters, dont la carrière est restée au point mort. Bien qu'un de leurs titres, nommé OOO, soit diffusé sur les ondes de la WCGI, radio locale de Chicago, le groupe peine à se faire connaître et faute de contrat avec une maison de disques, aucun album ne verra le jour. Seule une compilation, nommée World Record Holders, sortira discrètement durant l'année 1999. En ce nouveau millénaire, Kanye fait partie des producteurs à suivre sérieusement. Comme d'autres professionnels du milieu, un certain Kiambo Hip Hop Joshua, qui le connaît depuis des années grâce à No ID, garde non seulement un œil sur lui, mais reçoit des prods de sa part régulièrement, car Kiambo est un directeur artistique de chez Rockefeller, le label de Jay-Z, Damon Dash et Karim Burke. À la demande de Kanye, ce dernier va lui aussi devenir l'un de ses managers via sa société Hip Hop Since 1978. Vous avez du mal à suivre? C'est normal. En ce début de carrière, Kanye semble multiplier les collaborateurs qui pourraient lui offrir de nouvelles opportunités. How did he come to us? Hip-hop. Hip-hop found Kanye. Hip-hop found No ID, right? We're talking about, you think about 444 right now. So he built a relationship and found No ID, which led him to Kanye, because Kanye was No ID's understudy at the time, right? He was his apprentice. Hip-hop, A&R, 10 of Jay-Z albums, right? And he, A&R'd probably 2 of 3 of Beanie Siegel's albums, and then that's how Kanye got on, because The Truth, Beanie Siegel's first single, was Kanye's first single that he ever produced. I hope you got an extra mic and a fireproof booth, cause I'm known to melt a wire too. You need a fire engineer when I lay this blaze. I melt down tracks, stacks, reels, and slaves. I feel like the first record I really got recognition for was The Truth. Even though it wasn't a great commercial success, it's like I just really got that respect, because I always wanted respect for my music. Like I told you, man, it's the real thing right here, man. I'm not trying to do this for a check, you know what I'm saying? So The Truth mean a lot to me. Then that was a great record because it also formed my relationship with Rockefeller. Suite au bon accueil du titre, Kanye a l'opportunité de transformer l'essai au sein de Rockefeller. Jay-Z, qui est en studio pour la création de son nouvel album, est à la recherche de nouveaux producteurs d'un nouveau son. Une occasion que saisit Kiambo pour lui proposer plusieurs instrus de son poulain. Inspiré par l'une d'entre elles, Jay l'utilisera pour le titre This Can Be Life, qui apparaîtra sur l'album The Dynasty Rock La Familia. Numéro 1 des charts la semaine de sa sortie, l'album est un immense succès. Porté par cette nouvelle réussite et viré de son appart par un proprio le jugeant trop bruyant avec sa musique, Kanye quitte Chicago pour New York, mec du hip-hop où bien plus nombreuses sont les opportunités. That was the key right there, being able to walk up in the baseline and play these rappers, these beats. And I remember it was Beanie Siegel's birthday, and I came and I played a bunch of soul beats. We had soul beats here and there, but I had a bunch that I was building up.
just like from the success of Can't Be Life, I was like, I need to make some more stuff in this vein right here. So I'm playing Beanie some beats and he get the smile, I'm like, yeah, it's hot. You know what I'm saying? But he had to go somewhere. I don't know, he was going somewhere for his birthday. So then Hove came in. I remember he had a Gucci hat on, like the fisherman joint. And hip hop, my manager, who definitely saved my life, was like, yo, play that one beat for Hove. And it came on, dun, dun, dun. And he was listening to it like, oh, it's crazy right here. Then they got to the chorus, and the chorus is like, ain't no love in the heart of the city. And he's like, oh, he's doing his face like that. Then he's like, play the next beat, play the next beat. I played another beat. Listen to it like, yo, man, you a soulful dude. And everything that Hove is saying is like in stone. Like, I will never forget none of these words because I'm off the train, I'm from Chicago, I got $10 in my pocket right now, and I'm just having the opportunity to play these beats. So I'm, you know what I'm saying? I've had different so-called hit records and everything up to that point, but at this point, it's like this is like the moment of truth for me right here. So now I play another beat, then I play another beat. Then I played this one beat, and it was like, never, 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 never change. I never change. Yo, he took his hat down, he's like, ooh. Like that. I was like, yo, maybe he like him. Maybe he hold like by this beat. Non seulement Jay-Z les aime, mais il les utilisera, comme vous venez de le voir, pour son album The Blueprint sorti en 2001. Mais un autre titre, issu de ce même album et également produit par Kanye, fera à cette époque l'effet d'une déflagration. So, I put it on, he just start bobbing his head to it. He give you one of them looks like, that's how you know you got a heat rock. He give you that right there. So then, maybe about 2 or 3 minutes later, I don't know, you know, it was like this. He just tapped me on the shoulder, he said, H to the Izzo, V to the Izzy, for shizzle, my dizzle used to dribble down the VA. H to the Izzo, V to the Izzy, not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, V to the Izzy, that's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, V to the Izzy. And The Blueprint was such a classic album, it definitely validated him on a lot of levels. At the time, like, hip-hop didn't have, like, that soul in it. And he gave, musically, hip-hop a certain soul that was missing. Everybody in the hip-hop industry were definitely looking towards Kanye and seeing what else he had in the stash. I was like, wow, this cat is, you know, he's serious. You know, whoever this dude is, he got some heat. So, you know, he was in demand then. Every major artist in urban music was requesting music from Kanye. Grâce au succès de The Blueprint, Kanye devient l'un des producteurs les plus célèbres et demandés de l'industrie. Mais cela n'a jamais été son objectif final. Produire pour les stars du rap apporte certes beaucoup d'argent et de reconnaissance, mais cette reconnaissance, s'il l'obtient derrière ses machines comme producteur, c'est ailleurs qu'il la recherche avant tout et depuis toujours, derrière un micro et sur le devant de la scène comme rappeur. Pour ce faire, Kanye sortira en cette année 2001 sa première démo mixtape nommée The Prerequisite, sur laquelle il prouve qu'il n'est pas uniquement capable de produire des tubes pour les autres, mais également pour lui-même, notamment avec les prémices des futurs hits Jesus Walks, You know what the Midwest is, young and restless, but restless. Nigga. Might snatch your necklace, and next day might jack your Lexus. Somebody tell you who Kanye West is. ou encore Hey Mama. Hey mama, I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. Let me tell you what I'm about to do. Hey mama, I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school. Appreciate what you allow for me. I just want you to be proud of me. Aujourd'hui classique de son répertoire, voire du rap tout court, ces deux titres ne suffisent pourtant pas à convaincre ni Rocafella, ni tout autre label à proposer à Kanye un contrat d'artiste. À cette époque, la street credibility qu'incarnent à leur manière les gros vendeurs de disques comme Dr. Dre, Jay-Z ou encore Eminem est l'une des conditions sine qua non pour être légitime en tant que rappeur. Dans ce contexte,
Kanye, fils d'universitaire qui porte parfois une chemise sous un pull col V façon Carlton dans Le Prince de Bel-Air, est donc bien loin d'être pris au sérieux. Who is it that you would like to say, I told you so? All the label execs that didn't sign me, and they said, who's gonna believe a rapper that dresses like Carlton, or do I? And then they would say, we'll call you. Yeah. Durant cette même période, toujours en 2001, Kanye, qui bénéficie d'une certaine réputation, multiplie les rencontres artistiques et pas seulement au sein du Gotha du rap new-yorkais. L'une d'entre elles est un jeune artiste au style oscillant entre la soul, le gospel et le R&B, son nom, John Legend. Totalement inconnu, il a néanmoins la chance d'être le colocataire du cousin de Kanye, Devon Harris, qui les fera se rencontrer lors d'un concert de John. Kanye is the cousin of one of my good friends, Devon Harris, and I went to college with Devon, and he invited him to a show that I did at Jimmy's Uptown. And Kelly used to promote this night there, and she invited me to come sing there at this event way back in 2001, 12 years ago, my God. Wow. Hey, you know that you wanna get down now. So come on, let's stop playing around now. Act grown for once, let's go. Après cette rencontre, les deux artistes ne se quitteront plus et quelques années plus tard, Kanye produira la quasi-totalité du premier album de John, Get Lifted. Une autre rencontre sera tout aussi importante dans la carrière de Kanye. Alors qu'il devait travailler en studio avec le rappeur Mos Def, Kanye est accueilli par un jeune MC new-yorkais nommé Talib Kweli qui est en pleine préparation de son premier album. Kanye came to the door. I never seen this nigga, never heard this nigga. He said, I'm here to meet Mos Def. I said, well, guess what? He might not show up. Right. But who are you? He said, Mos Def told me to meet him here. I got some beats. Right. I said, play me the beats. I'm working on an album. Right. Kanye played me the beats. Every beat that Kanye played me, he played me 4 beats that night. All them beats made it to my album. Et c'est donc bien plus tard, après leur première rencontre, en novembre 2002, que sortira le premier album de Talib Kweli nommé Quality, sur lequel Kanye produit notamment le hit Get By. Ce titre est le plus gros tube de la carrière de Talib, et encore une fois, Kanye est associé à un énorme succès. Mais le plus important n'est pas là. Le rappeur new-yorkais est l'un des rares artistes à ne pas l'enfermer dans la case producteur. Il connaît son rap, les titres Jesus Walks et Hey Mama l'ont convaincu, Kanye mérite sa chance. Pour ce faire, Talib va lui donner l'opportunité de rapper sur scène en l'emmenant avec lui à travers tout le pays pour ce qui sera sa première tournée. When I went on tour, Common was on tour doing Electric Circus. I was the opening act. Kanye was like, I'm trying to get my music out there. Niggas ain't fucking with me. I said, come on tour with me. He came on tour with me. He came out every time. Wait, you brought Kanye on tour? I brought Kanye on my tour. When you Let's make some noise for Talib bringing Kanye on tour. Kanye West, when I first met him, I said, Hold on, y'all. Hold this on. nigga played me Jesus Walks when I first met him. Wait, the first day you met him, he played? Not the first day, maybe the first month or so. Okay. Beat or lyrics the and song beat? done. This is 4 or 5 years before this shit came out. This nigga played me, he played me Dear Mama. Not Dear Mama, the Hey Mama. La 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 la. I said, I've never heard nothing so beautiful in my life. Right. He played me that, he played me Jesus Walks. I said, nigga. And it was the version that came out? Or was it this is before he had a deal. Before College Dropout, he played me Jesus Walks. He played me a bunch of those songs. A bunch of those songs. But I remember Jesus Walks and the Hey Mama. I said, you need to put these shits out now. He said, no. That's what nigga said. He said, my first album. This is before he had a deal. No deal. He knew what he wanted to do. He said, my first album was called College Dropout. Under these songs. My next album is called Late Registration. That the Jesus Walks and the Hey Mama. Right. That's gonna be on Late Registration. Wow. Jesus Walks. He had his Jesus plan. Walks. Et c'est en cette année 2002 que son plan risque bien d'aboutir. Malgré le fait d'avoir essuyé un nombre incalculable de refus, Kanye continue de démarcher les labels dans l'espoir d'obtenir un contrat d'artiste, sauf que cette fois, il y a des chances que ça paye. Lors d'une prospection chez Capitol, il rencontre un très jeune directeur artistique nommé Joe Weinberger, alias Free H. Ce dernier aime la musique de Kanye, croit en lui et compte bien faire tout son possible pour que le label le recrute. Kanye could sing, he could rap, he could make beats, he could do any style of record. We're ready to rock.
when I really started having these great creative talks. He really felt someone saw what he saw and it was empowering Kanye as an artist. Very excited. I remember him saying, I got a deal from Capitol on the table. I'm gonna make it. I'm gonna get signed. It's gonna happen. But it didn't happen. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce deal raté avec Capitol arrive aux oreilles de Damon Dash, qui commence sérieusement à s'inquiéter que son hitmaker se mette au service d'une autre écurie. Se sentant au pied du mur, le businessman new-yorkais qui doit s'assurer de garder Kanye et ses productions au sein du label va pour ce faire lui offrir son premier contrat d'artiste. Kanye was signed to Rockefeller August 3rd, 2002. They signed Kanye, and within a few weeks of that, Jay-Z was on tour. All the Rockefeller artists were on tour, and they were in Chicago. Right in front of Kanye's hometown, Jay stops the music. Uh-oh. Kanye, got some big news to shout. You want to tell me? When I sign an artist, I give that artist a chain in front of the world. I want y'all to know that I'm the newest member of the Rockefeller team. Dame just comes up and put the chain over his neck. And the crowd was going crazy. I want to show love to all my Chicago out here. This was one of the happiest moments in Kanye's life. L'un des meilleurs moments de sa vie, ok, mais paradoxalement l'un des plus malaisants. Lors de ce concert, juste après avoir été reconnu publiquement comme membre de Rockefeller, Kanye, chaud comme la braise, s'est lancé dans un freestyle qu'il a complètement planté devant des milliers de personnes chez lui à Chicago. Après cette contre-performance, on peut facilement imaginer à quel point il a dû être déçu de lui-même de ne pas avoir su honorer sa ville natale, mais également Jay-Z et les autres membres de Rockefeller. Mais bon, il aura de multiples occasions pour se rattraper au cours de sa nouvelle carrière de rappeur. En effet, malgré cette mésaventure, ce qui compte pour Kanye, c'est qu'il ait enfin son contrat d'artiste. Ce Graal qu'il convoitait depuis tant d'années, ultime sésame lui permettant de déployer les multiples facettes de sa personnalité et décoller enfin l'étiquette de producteur de l'ombre pour exprimer au plus grand nombre et sous le feu des projecteurs sa vision du monde et tout ce qu'il a sur le cœur. À 25 ans, Kanye est un jeune homme qui gagne très bien sa vie, un producteur reconnu, désormais un artiste sous contrat avec l'un des plus prestigieux labels de rap au monde et peut-être même une future grande star du rap. L'avenir s'annonce donc radieux. Mais en cette soirée du 23 octobre 2002, Kanye a bien failli tout perdre. Ce soir-là, à Los Angeles, Kanye, fatigué par une bien trop longue journée de travail en studio, est monté à bord de sa Lexus pour pouvoir enfin rentrer se coucher à l'hôtel. Exténué, il s'est endormi au volant. La voiture, hors de tout contrôle, a percuté un autre véhicule et a fait plusieurs tonneaux. Le choc a été violent, laissant Kanye dans un sale état. I looked at this accident as God saying, I'm about to hand you the world, because I had a lot of good records, slow jams, Jesus Walks, already in the pipeline. So he's like, I'm about to hand you the world. Just know at any given time I could take it away from you. So always keep me first. To nearly lose your life, to nearly lose your mouth, your voice as a career as a rapper, your face. You know, I had to be on TV. My face looks crazy to me now. Y'all probably look at it and think it's normal, but I feel very self-conscious about certain things. Look how my mouth, like, it looks like you can't even see my bottom teeth when I talk. Like, you always see the top teeth, and that's not how I used to be. Or like this crease that I have on the heel, I had this extra like skin buildup for when they had to close the mouth back up. And people, they act like they don't notice it, but especially if I'm lit wrong, I gotta get like Michael Jackson and bring my own lighting text. Cause I just see it and be like, but I have to just thank God for the situation that I'm in. You know, it's like we turn the worst thing into the best thing. C'est donc après avoir frôlé la mort que Kanye a bien eu le temps de prendre conscience de la chance qu'il a eue et que la vie, qui ne tient qu'à un fil, doit être vécue à fond. Lors de sa convalescence, il puisera dans cet événement qui aurait pu anéantir tous ses rêves, l'inspiration pour le titre Through the Wire. And I just felt like, you know, God spared my life. And I don't know exactly what for, but since then,
you know, I just tried to always keep him first with anything I do. And I feel like he's the executive producer of my life, you know, especially how well this song is done to be a breakout single for a new artist and to help change the game, you know. I actually spit this song with my mouth wired shut. Yo, John, tell him how I feel about it. Yeah. Through the fire, to the limit, to the wall. For one chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come what may. For one chance to be with you, I would go all the way. Right down through the fire, even through the wire. Yo, Chief, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. There's too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot-Town, what's going on? Yeah, I drink a boost for breakfast, an Ensure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive us.